Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met en avant les initiatives et surtout les dynamiques qui font bouger le continent africain. Aujourd'hui, vous savez, nous ouvrons un espace d'échange afin de parler de tout ce qui se passe sur le continent et surtout avec nos invités qu'on reçoit ici sur le plateau. Alors, les 3 sujets ont été choisis à travers les réseaux sociaux. Oui, vous commentez, vous réagissez et on vous choisit. Alors, le premier sujet, destination de la Côte d'Ivoire, présidentielle 2025. Malgré le congrès, le président Ouattara entretient le suspense. Stratégie ou impasse du RHDP. Deuxième sujet, on continue avec la CEDEAO. Le choix de Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, peut-il réparer une organisation fracturée? Bonne question. Et on continue avec la chasse aux sans-papiers. Bruno Retailleau lance-t-il sa campagne? Et oui, on finit avec la France ici sur le plateau. Voilà, mesdames et messieurs, les 3 sujets que nous avons décidé d'aborder en fonction de vos réactions sur les réseaux sociaux sont ceux-ci et que nous allons aborder avec vous, monsieur Stéphane Totui. Bienvenue à vous. Vous êtes président fondateur du parti Douce France. Tout à fait. Merci pour l'accueil. Effectivement, je suis le président du parti Douce France que j'ai fondé avec des amis et avec des militants pour pouvoir défendre la parole de tous les citoyens français et sans faire des distinctions de couleur, de religion ou d'orientation sexuelle. Juste être citoyen engagé pour son pays. Le message est passé. En face de vous, vous avez 2 personnes, à savoir Babadem. Babadem, vous êtes journaliste. Bienvenue à vous. Merci, bonjour et bonjour à nos co-panélistes et nos spectateurs. Merci beaucoup et effectivement, merci à tous nos commentateurs que nous lisons à chaque émission. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour regarder les différentes émissions et commenter. On vous reprend ici sur le plateau. On continue avec vous, Cyril Bonokulata. Vous êtes président fondateur de la plateforme Les Hyper Conscients. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Aïssa. Mesdames et messieurs, commençons tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Allez, cap pour la Côte d'Ivoire présidentielle 2025. Malgré le congrès, le président Ouattara entretient le suspense, stratégie ou impasse du RHDP. On regarde une vidéo et puis on revient. Venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, ont afflué par milliers au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Les militants du RHDP n'avaient qu'un seul objectif, entendre leur leader dire oui à un autre mandat. Mais au moment tant attendu de sa prise de parole, le chef de l'État n'a pas donné de réponse espérée. Dans un discours mesuré, Alassane Ouattara laisse planer le doute sur sa probable candidature. Je vais vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience, une décision. Par ailleurs, le président de la République de Côte d'Ivoire a rassuré que les élections de 2025 seront apaisées et qu'elles se dérouleront dans la sécurité, la transparence et la sérénité. De retour sur le plateau, Baba, je me tourne vers vous, destination la Côte d'Ivoire. Oui, alors le président Alassane Ouattara a été bien désigné par acclamation candidat du RHDP lors du fameux congrès. Pourtant, il a choisi de ne pas officialiser sa candidature, préférant maintenir le suspense. Alors on va voir ça sur 3 clés. On va prendre 3 clés pour comprendre cette décision. Premièrement, un suspense savamment orchestré. Malgré l'attente des dizaines de milliers de militants réunis au stade d'Ebimpe, le président a répondu à leur appel par une déclaration énigmatique. Il prendra sa décision dans les jours qui viennent, après mûre réflexion en son âme et conscience. Ce flou n'est pas anodin. Il permet au président de rester au centre du jeu politique et de maintenir l'attention sur sa personne. Deuxième clé à prendre en compte, la maîtrise du tempo politique et recherche du moment opportun. Le président Ouattara sait que le dépôt officiel des candidatures n'interviendra que dans plusieurs semaines. Il utilise ce délai pour choisir le moment le plus favorable à une annonce, maximisant ainsi l'impact de sa décision auprès de ses partisans et l'opinion publique nationale, selon beaucoup de ses conseillers. Alors cette gestion du calendrier lui donne une marge de manœuvre précieuse dans un contexte où son parti, confiant dans la victoire, n'est pas pressé d'abattre toutes ses cartes. Et enfin, troisième clé, on pourrait parler d'une observation et gestion des rapports de force, ce qui permet à Alassane Ouattara, en différant sa décision, de jauger la réaction de l'opposition, fragilisée plus ou moins par l'exclusion de plusieurs figures
majeur du scrutin, mais aussi la mobilisation de son propre camp qui multiplie des appels à sa candidature. Alors ce silence stratégique lui permet d'ajuster sa posture en fonction de l'évolution du contexte politique et de préserver la cohésion interne du RHDP. Alors, la question qu'on peut se poser, ce suspense entretenu par Alassane Ouattara, comme Aïssatou le disait en avant-propos de la chronique, est-ce un signe d'une stratégie politique maîtrisée ou révèle-t-il les limites du jeu démocratique ivoirien? Merci beaucoup Babadem. Effectivement, on l'a dit, vous le redites ici, on l'a déjà dit ici sur le plateau, donc à quelques mois de l'élection présidentielle donc en Côte d'Ivoire, le paysage politique ivoirien, il faut le dire, reste suspendu à une seule question qu'on réitère, qu'on répète encore et encore, à savoir, est-ce que Alassane Ouattara sera le candidat du RHDP? Donc on va continuer encore sur cette lancée, peut-être que pendant que quelques jours, parce qu'apparemment la décision va arriver incessamment sous peu, mais aujourd'hui on se la pose ici sur le plateau. Alors avant de conclure avec cette question et avec vos avis, rapide tour de table concernant donc ce congrès. Donc réussite, est-ce que vous considérez que c'est une réussite? Qu'est-ce que vous retenez de ce congrès? Est-ce qu'on peut dire que le RHDP a tapé fort et a complètement renversé l'opposition? Vous retenez quoi de ce congrès? Pour ma part, sachez une chose, c'est que tout congrès est une réussite. Tout dépend du nombre de militants qu'on a et de sympathisants. Prendre en symbole le stade Ebempe, c'est de dire que j'ai réussi à rassembler plus de monde. Ce n'est plus comme avant où c'était le palais de la culture ou bien simplement le palais des sports de Trècheville. Là, c'est un stade. Le stade emblématique de la Côte d'Ivoire. Et comme le président Ouattara l'a signalé, c'est dans le stade aussi où les éléphants de la Côte d'Ivoire ont gagné leur Coupe d'Afrique. Donc tout est symbolique. Tout est symbolique. Or, les autres, je dirais, adversaires, donc l'opposition, certains se sont vus refuser des stades ou des salles. Ils ont dû être comme le président Gbagbo, qui a dû faire, lui, son congrès à Dabou, dans une forêt éloignée de tout. On l'a vu aussi avec M. Thiam, le président Thiam, qui a fait aussi, lui, son congrès, tout ça, à Yamoussoukro, loin de tout, où pour arriver, pour rassembler les militants, c'était difficile. Donc chacun va de sa manière et de sa communication pour montrer la puissance et l'équilibre qu'il peut avoir. Maintenant, le président Ouattara, je dirais oui, effectivement, c'est une réussite parce que même dans les diasporas à l'étranger, en France ou bien quoi, on a vu tous ces militants en t-shirt orange, rouge, je crois, tous militer en disant oui, le président Ouattara, donc c'est une réussite. Exactement, c'est une réussite et beaucoup le disent même sur les réseaux sociaux, sur Internet. Un congrès extraordinaire dans un stade extraordinaire avec un Prado extraordinaire et un public extraordinaire. Quelle réussite extraordinaire. Donc on voit la satisfaction de pas mal de militants, hein. Ce n'est pas le seul commentaire que nous avons ici sur le plateau. Alors Baba, je me tourne, enfin on va plutôt aller vers Cyril. Cyril, je me tourne vers vous. Que pensez-vous de ce congrès? Est-ce que c'est une démonstration de force? Est-ce que c'est un congrès finalement oui, démonstration de force, mais finalement sans résultat probant, vous en pensez quoi? Non, effectivement, c'est une très bonne question. Je ne m'écarterai pas trop de l'analyse faite par l'invité du jour. Je pense que démonstration de force est vraiment le mot qu'ici à la situation. D'un point de vue symbolique, on l'a dit, ça a été fait au stade, n'est-ce pas, où les éléphants donc naturellement remporté la CAN. CAN qui a été organisée également sous son magistère, sous son impulsion. Donc d'un point de vue symbolique, la victoire est vraiment là. Démonstration de force parce qu'il a aussi montré qu'à travers, enfin que le RHDP au final est le parti le plus organisé à l'heure actuelle au niveau national. Le stade était rempli, ce qui implique naturellement que les relais ont également bien joué leur jeu au niveau national et puis au niveau international aussi, parce que cette mobilisation s'est un peu vue à travers un certain nombre d'autres ambassades à l'étranger, que ce soit en Afrique ou bien même jusqu'en France, où un certain nombre de représentants du gouvernement sont venus pour également mobiliser les différentes bases. Donc je pense que démonstration de force et réussite sur ce point de vue pour les RHDP, ouais, effectivement. Baba, je me tourne vers vous. Le congrès du RHDP devait désigner une direction claire pour les élections donc, présidentielles. Pourquoi finalement c'est resté aussi flou? À part crier, scander « ado, ado, ado », qu'a-t-on eu dans ce congrès-là? Effectivement, il fallait, de toutes les façons, le but c'était de désigner un candidat finalement. Et le président du RHDP, le candidat. Le candidat.
ce qu'a répondu le président Ouattara. Il a accepté la candidature, le poste de président, mais pas de candidature. Je vais juste revenir sur la mobilisation. Oui, on peut dire ça démonstration de force, mais moi je dirais, s'ils n'avaient pas fait ça, ça aurait été plutôt décevant ou étonnant. Mais ils l'ont fait. Oui, parce que c'est un parti au pouvoir déjà, avec les moyens. Est-ce que ça peut rassurer finalement quand on regarde ça? Est-ce que les Ivoiriens se disent, bah oui, finalement, non, c'est que... de fait, c'est peut-être le président qui devrait continuer à régir le pays? Oui, bon, après ça, tout était fait pour qu'ils disent oui. Et tout était fait pour que, après, ça soit une fête extraordinaire. J'avais même entendu des lâchers de ballons qui étaient prévus. Une escorte qui aurait fait ça. Bon, après la mobilisation, il paraît qu'il y avait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est une réussite. Mais je ne dirais pas une force... C'est basique. Pour vous préférez que c'est basique pour un candidat au pouvoir? D'autant plus qu'auparavant, ils s'amusaient à comparer les affluences des autres meetings en disant des kermesses d'école. D'autres qui disaient il y avait 2000 à 3000. Avec leur expression, ils ont fait poteau. Donc là, ils étaient préparés. Et il faut savoir aussi qu'il y avait plus de 47 pré-congrès. Donc, la mobilisation des pré-congrès dans toute la Côte d'Ivoire, le fait de pouvoir les acheminer et les moyens de l'État, je dirais bien, normal, mais de là à dire extraordinaire, je ne pense pas. J'aurais préféré ça. Si c'était effectivement l'opposition, là j'aurais applaudi. Mais l'État, mais bon. Exactement. Je vais continuer avec vous, Monsieur Totui. Alors, Alassane Ouattara a été scandé, a été adoubé, etc., etc. Mais néanmoins, il n'a pas officiellement donné son aval pour la candidature pour 2025. Pourquoi entretient-il ce flou selon vous? Ben, pour ma part... Est-ce que c'est stratégique? Est-ce qu'au contraire, disons c'est stratégique. Il n'a pas la réponse peut-être? C'est stratégique, il a répondu qu'il a accepté. Maintenant, il veut juste mettre les formes. Parce que quand on dit un candidat ou bien simplement quelqu'un qui vient, qui se met en avant, qui dit oui, je vous ai compris, oui, je suis le président de tous les Ivoiriens, c'est qu'on a déjà accepté, en disant je suis le candidat de tous les Ivoiriens. Et ce langage, je rappelle aux Ivoiriens qui regardent cette émission, de se rappeler. En 2015, c'était le même discours avec le fameux appel de Daokro. C'est je vais me décider plus tard, je vais voir, et il est allé voir le président Bédié, où ils en ont discuté, et ensuite c'est oui, je vous ai compris, je vous ai entendu, vous avez demandé, et le président Bédié a demandé à ce que je sois candidat, donc je suis candidat. Et il avait demandé à quel moment, juste à 2 jours de l'ouverture des parrainages. Là, les parrainages commencent le 1er juillet. Donc attendons-nous à ce qu'il fasse aussi de même. La question qu'il faut plus se poser, c'est pourquoi a-t-il orchestré ça? Pour montrer que c'est lui qui est le chef de toutes les formes politiques, ou simplement qu'il veut forcément avoir qu'un seul parti en Côte d'Ivoire ou plusieurs partis? Est-ce que les questions qui se posent effectivement, et moi je me retourne vers vous, Baba, vous qui avez à maintes reprises dit ici sur le plateau que Alassane Ouattara ne se présentera pas aux élections présidentielles, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez encore confirmer vos propos, à savoir malgré les demandes incessantes, on peut parler d'incessantes, malgré, comme le dit Stéphane Totui, à savoir qu'il a indirectement validé sa candidature, est-ce que vous considérez qu'Alassane Ouattara n'est toujours pas candidat et ne sera pas candidat? Non, je prendrais effectivement, je pense que là, il y a tous les signes qui montrent qu'il ne va pas être candidat. D'accord. Il y a tous les signes, parce que si vous voulez être candidat et si vous voulez faire l'image, le stade était rempli comme pas possible. C'est-à-dire que pour l'image et même pour lui, c'est-à-dire que c'était même à contre-cœur. Quand vous l'écoutiez, c'était à contre-cœur, c'est pour ça qu'il dit j'accepte votre candidature par rapport à la sagesse en tant que chef du RHDP, mais je vous ai compris, etc. C'est une façon de ne pas les... Il s'est même dit, je ne vais pas le dire ici pour ne pas les décevoir. Donc pour moi, clairement, parce que je ne vois pas pourquoi, si on annonce d'être candidat du RHDP, le congrès depuis 6 mois, 7 mois, on n'arrête pas de nous dire c'est le jour où il va déclarer sa candidature, on porte Alassane Ouattara, etc. S'il ne le fait pas là, et en plus... Moi, il y a une phrase qu'il a dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. Si vraiment il prend cette phrase-là, je suis le président de tous les Ivoiriens, que je vais réfléchir et ensuite aller devant la télévision nationale pour dire
j'accepte d'être candidat, là on va se dire c'est presque illogique parce qu'il est candidat du RHDP pour la présidence. Il n'est pas candidat du peuple ivoirien pour la présidence. Donc pour moi c'est... Pour vous, il y avait tous les éléments qui peuvent faire croire que Alassane Ouattara ne sera pas candidat aux élections. Absolument, parce que si on ne veut pas être candidat, on cherche le momentum, c'est-à-dire on va faire une adresse à la télévision nationale de manière assez solennelle et pour le dire. Et il cherche l'histoire. C'est aussi simple que ça pour moi. Très bien. On continue. Certains parlent du scénario 2020, à savoir je me retire et puis finalement la population n'est pas d'accord, on nous rappelle, on dit non, on a besoin de vous et finalement on revient en Tout à fait, c'est ce que moi je vois. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est ce qui est ressorti un peu de ce congrès et puis les attentes des militants du RHDP, c'est qu'ils ne voient pas dans le RHDP un candidat capable de pouvoir succéder au président Ouattara. Parce qu'ils n'ont pas vu des gens qui ont vraiment bien encadré, bien dirigé ce parti. À chaque fois, ils se référaient au président Ouattara. Donc aujourd'hui, si le président Ouattara ne va pas, qui pourra aller? Big Togo Ouattara, le projet. Voilà, Patrick Hachi. Sauf qu'il devait préparer ça depuis longtemps. Il devait préparer ça depuis longtemps. Maintenant, ce que moi je peux dire, c'est soit ce dernier fait, on va dire, volte-face parce que tout simplement, il veut répondre à ce que il n'y a que son parti qui vienne en disant j'ai éliminé tout le monde. C'est sûr que même si je mets un dauphin, disons un dauphin électoraliste, ce dernier pourra passer parce qu'il n'y aura pas les autres partis en face. Oui, il peut aussi essayer cela en disant je sais que si c'est M. Thiam qui est là, Thiam va gagner. Si c'est M. Gbagbo qui est là, il va gagner. Ce serait quoi? Il aurait j'élimine tout le monde et je mets juste un candidat, même s'il n'est pas potentiellement apte à prendre les rênes du pays. On le fera et soit il fait voter un vice-président, disons, il fait choisir un vice-président comme je l'ai fait avec M. Timoko pour que je puisse, soit moi, Ouattara, être là, toujours dans le giron pour pouvoir accompagner. Donc, plusieurs scénarios se dessinent. Je vous donne la parole tout de suite à vous, Cyril Bonokulata. Donc, message d'un téléspectateur, c'est au Congrès qu'un cadre qui le souhaite se porte candidat à la présidence du parti. Et c'est le Congrès qui élit le président du parti, comme cela se fait en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. C'est quel congrès, là, le RDR a fait là, ni élection du président du parti, ni adoption des nouveaux textes du parti, c'est quel folklore ça? Donc finalement, on est entre les deux, à savoir, on fait un grand congrès, on sort les ballons, on sort les artifices, etc. Finalement, on n'a pas d'informations concernant les textes du parti, entre guillemets, on n'a pas d'informations concernant le candidat, etc. Donc vous en pensez quoi Oui, effectivement, pour moi c'est un très bon point. J'aimerais juste rebondir sur le commentaire qui vient d'être fait, sur lequel, bon, voilà, une fois les principaux opposants écartés, en soi, il y aurait donc un boulevard pour Ouattara de nommer un successeur. Quand on analyse un petit peu la structure un petit peu politique au niveau national en Côte d'Ivoire, on se rend bien compte que en fait, le risque, bien que les principaux opposants soient écartés, c'est que le parti, n'est-ce pas, se délite une fois un successeur qui ne ferait potentiellement pas l'unanimité en interne. Donc pour vous, le RHDP ne peut pas exister sans Ouattara aujourd'hui? Non, je dirais que personne n'est indispensable. Mais quand on regarde la scène politique à l'heure actuelle, et vu comment, a priori, personne ne souhaite même se positionner, il allait me paraître assez difficile. Personne ne souhaite, ou les gens ont plutôt peur de se positionner? Ils ont peur de se positionner. Non, je pense pas nécessairement qu'on en soit là, mais dans tous les cas, et aussi pour revenir un petit peu à la question originelle, et aussi contrer un petit peu la position de Baba, pour moi, tout ça semble être une espèce d'orchestration, hein, même depuis le départ. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais nécessairement remis en cause le souhait potentiel de Ouattara de se porter candidat. Je pense que c'était plutôt une question de timing. Et la raison pour laquelle, jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé, je pense que c'est aussi une question, pour éviter de s'en sortir en pré-campagne un peu trop tôt. La question de timing, dans ces moments-là, est vraiment ultra cruciale. Et je vois aussi trois grands points qui peuvent légitimer aussi un petit peu cette posture qui consiste à vraiment prendre un peu plus de temps. Il y a d'abord la gestion du calendrier politique. N'est-ce pas? Ça permet un petit peu de jauger un petit peu aussi la capacité de mobilisation de l'opposition pendant ce laps de temps un petit peu précis. La préservation aussi de la stabilité. Il ne faut pas aussi oublier qu'on est quand même dans un contexte ivoirien qui a quand même été marqué par des crises par le passé. Donc c'est aussi une manière d'éviter toute
forme potentielle de lutte de succession, de tension sociale qui viendrait exacerber la société qui est déjà plus ou moins tendue. Et puis la troisième raison, elle est assez simple, c'est que pour moi, une fois que les principaux rivaux sont donc naturellement écartés, il n'y a plus vraiment de raison de se presser. Au final, il est vraiment un petit peu le maître de l'horloge à l'heure actuelle, et il décidera de se positionner au moment où il décidera. Il n'y a plus nécessairement d'urgence. Selon vous, il se positionnera, il validera sa candidature incessamment sous peu. Vous en doutez pas? Disons, moi je suis mitigé en me disant il peut le faire comme si vraiment il a totalement éliminé ses opposants. Il peut aussi mettre quelqu'un qui va simplement mettre en avant le RHDP. Donc, en étant président du RHDP, c'est être président par intérim à travers le RHDP qui va continuer à diriger. Et là-dessus, sur le deuxième point, je suis tout à fait d'accord sur le côté sécuritaire. Ils pouvaient faire ce congrès un peu plus en avant, mais ils ont attendu. Là, c'est d'abord pour avoir tous les accords avec la France, pour pouvoir, ce que les militaires français soient plus dans le nord, pour pouvoir s'entraîner et dire oui, par rapport aux djihadistes, bloquer les frontières et protéger les Ivoiriens. Avoir les accords avec les États-Unis pour avoir une base américaine qui sera basée à Bouaké pour dire s'il y a un conflit, on peut vraiment ratisser et se protéger. Et une fois qu'on a écarté tous les opposants, dont l'opposant historique, je dirais, qui est Soro Guillaume à l'étranger, on se dit, il ne peut pas avoir un coup d'État. Donc pour vous, là, c'est presque un plan machiavélique, entre guillemets, qui a été mis en place. Non, c'est un plan stratégique. C'est un plan stratégique pour dire... Machiavélique pour l'opposition, c'est-à-dire que... C'est la politique. C'est la politique, parce qu'aujourd'hui, j'en discutais en aparté avec M. Baba, je disais toujours qu'en Afrique, la démocratie, c'est souvent légitime par rapport à considérer que c'est une monarchie. Parce que tout simplement, chacun va vouloir préserver son précaré, mais faire croire qu'on est ouvert au dialogue. Mais on n'est pas ouvert au dialogue. Et donc là, je me mets à la place des militants du RHDP qui sont là en train de scander le nom. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 10 personnes, il y avait plus de 100 000 personnes, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc les équipes du président sont venues en France pour parler un peu de son bilan. Ils ont fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire pour parler du bilan du président Ouattara, que pas mal de personnes applaudissent. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire, bah non, finalement, c'est vraiment le peuple qui souhaite, et puis même sans tout ça, sans cette organisation comme on peut le prétendre, Ouattara peut être facilement élu par les Ivoiriens. C'est un choix, mais aussi si demain... Avec ou sans les opposants. Voilà. Si demain il dit, bon, ok, voilà, vu que vous me sollicitez, vu que je l'ai déjà dit qu'à un certain âge, il ne faut plus continuer, mais Patrick Kachi, mon jeune frère, est apte à faire la sécession, il est capable de le faire. Mais est-ce que la base restera mobilisée dans ce cas d'espèce? C'est lui qui demande. C'est lui qui demande en tant que président. D'ailleurs, président du... Et comme je dis, c'est le jeu qui peut se faire. Mais aujourd'hui... comme vous l'avez si bien souligné, c'est que s'il le fait en disant « je prends Patrick Kachi », les anciens du RDA qui forment le RHDP vont s'opposer en disant « mais ça c'est un transfuge du PDCI, comment c'est lui qui peut diriger et c'est pas nous ». Mais c'est lui qui est le président du Congrès. Oui, on va dire pour le Congrès, oui, mais derrière on sait bien qu'on a eu le président aussi de l'organisation. Oui, il y a plusieurs trucs, donc on voit. Et beaucoup disent clairement que si Alassane Ouattara ne se présente pas, et que finalement les opposants, donc on a très souvent nommé ici, à savoir les ténors, etc., ne se présentent pas aussi, eh bien ça permettrait moins de problèmes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que si personne ne se présente, finalement on laisse les poulains, les dauphins se présenter, finalement ça permettra à la Côte d'Ivoire de ne pas sombrer. C'est ce que c'est pas ce qu'ils recherchent. Et puis il le dit, si vous écoutez bien le président Ouattara à maintes et maintes reprises, à chaque fois qu'il a reçu des délégations, que ce soit étrangères, des missions, que ce soit celle de l'Union africaine, il a toujours eu cette même phrase, je vous assure, et il l'a dit même au stade, je vous assure que vous aurez des élections les plus apaisées, les plus démocratiques et les plus transparentes. Donc, à partir de là, si lui il se retire en disant, parce qu'on peut estimer que le troisième mandat, il y a eu un concours de circonstances, et que ce n'était pas vraiment son but parce qu'il avait dit avant de se présenter. Donc à partir de là, il va dire que lui, il se conforme à la Constitution ou aux règles de justice pour aussi justifier, lui, il se retire, justifier le retrait des autres parce que c'est des décisions de justice et permettre effectivement, parce qu'à partir du moment où il se retire, vous éliminez le cas des Gbagbo, des alliances qui disaient nous on va lutter contre le quatrième mandat. Et donc ça permet de renouveler, et le fait qu'il ait insisté plusieurs fois en disant vous aurez, je vous assure, vous aurez les élections les plus apaisées, démocratiques, etc. Et que ces personnes, à chaque fois qu'il y avait une sortie d'audience avec le président, mais vous les voyez démontrer, oui, apaisés, et ils ne revenaient pas là-dessus, et c'est là où je me suis dit,
Il est en train de préparer quelque chose, non, monsieur Alassane lui, Ouattara. En tout cas, il sait qu'il ne va pas se présenter. Selon Baba, en tout cas, encore une fois, les pronostics sont lancés. Maintenant, pour finir rapidement, l'opposition. On sait que le PDCI-RDA et le PPACI ont signé une sorte d'accord, ont créé une sorte de front populaire pour faire face à l'opposition. Donc, comment l'opposition aujourd'hui peut réagir à cette confusion autour de la candidature de Alassane Ouattara? Ben, si aujourd'hui, je dirais, le président Ouattara annonce qu'il n'est pas candidat, ils vont tous utiliser le fameux plan B qu'ils refusaient depuis toujours. En l'occurrence, le PDCI va peut-être proposer un candidat d'union qui va aller avec le PPCI pour pouvoir dire « Ok, c'est nous qui nous présentons, comme il faut un président et un vice-président, donc vice-versa ». Un des deux prendra ce rôle. Est-ce que le fait que la situation soit si confuse, que le président Alassane Ouattara ne se positionne pas clairement, est-ce que ça rend difficile pour l'opposition de s'organiser, d'anticiper Disons, ça rend difficile parce que si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, je le dis très souvent, beaucoup de candidatures en Afrique, il n'y a pas de programme qu'on peut suivre pour pouvoir quantifier les réalisations. On fait des campagnes en Afrique beaucoup sur la personne, sur l'image et sur l'aura de ce que apporte la personne. Donc, si le président Ouattara n'est pas là, on n'a plus, je dirais, de vindicte personnel pour pouvoir dire oui, celui-là n'est pas bon ou bien quoi. Il faut trouver maintenant un élément fédérateur pour pouvoir se battre. Or, s'il n'est pas là, ça veut dire qu'il faut trouver quelque chose pour dire oui, voici ce qu'on va vous apporter. Et donc, aujourd'hui, l'opposition sera perdue s'il n'est pas là. Mais ils vont trouver une solution pour essayer de sauver les meubles. On le voit avec quelques candidats d'opposition qui, eux, demandent à ce qu'on retire les parrainages, qui ont fait une alliance avec, on va dire, le maire de Tia-Salé et puis l'ancien préfet d'Abidjan, qui ont essayé de faire une alliance pour pouvoir se présenter, en se disant, si on se met ensemble, on peut avoir des parrainages, mais eux, ils ne parlent pas par rapport à Ouattara, eux, ils parlent par rapport au fait que, comment on peut faire pour aider la Côte d'Ivoire, comment on peut faire pour sauver la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas de programme personnel. Pour directement répondre à ma question, à savoir, est-ce que cette confusion, est-ce que ce manque d'information, ou le fait que Ouattara se présente ou pas, rend la situation très difficile pour l'opposition? Mais bien sûr, et je renchérirais en disant que c'est volontaire. Encore une fois, ça participe à la stratégie de rester véritablement le maître de l'horloge. C'est-à-dire le plus M. Ouattara retarde en fait l'annonce de sa candidature, le plus l'opposition devra rester en attente. Et on sait très bien que plus c'est retardé, plus ça va être difficile au final d'avoir un front commun en face de Ouattara. De manière ultime, je pense que c'est ça la stratégie et l'avenir nous le dira. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette première partie, mesdames et messieurs. On continue avec le deuxième sujet, place à la CEDEAO. Le choix de Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, peut-il réparer une organisation fracturée? On regarde une vidéo et puis on revient. Julius Maada Bio, désigné président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il succède au Nigérian Bola Tinubu. Le Sierra Léonais hérite d'une organisation fragilisée notamment par les départs de 3 de ses membres, Burkina Faso, Mali et Niger, des écueils qui ont marqué le mandat de Bola Tinubu. It has been a profound honor and privilege to lead this esteemed body. J'ai eu le grand honneur et le privilège de diriger cet organe estimé. Une passation de pouvoir inédite entre deux dirigeants anglophones. Démocratie, coopération en matière de sécurité et intégration économique figurent parmi les priorités. Je suis à la fois humble et reconnaissant d'accepter l'honneur de présider l'autorité de la CEDEAO. De retour sur le plateau, place maintenant à la CEDEAO avec vous, Babadem. Oui, donc Julius Maada Bio, le président de la Sierra Leone, a été élu a été désigné président de la CEDEAO en exercice le 22 juin 2025. Alors, c'est une surprise pour certains parce que ça rompt avec la tradition d'alternance entre espace francophone et anglophone. Alors, on va, par rapport à son discours, tirer 3 enjeux majeurs pour son mandat décisif. 1, il a beaucoup insisté sur la restauration de l'ordre constitutionnel et de la démocratie. Alors pour lui, face à la multiplication des coups d'État, il place son mandat sur la consolidation de la démocratie et le retour à l'ordre constitutionnel au cœur de ses priorités. Donc il entend engager un dialogue constructif avec les gouvernements de transition et soutenir les États membres dans la construction d'institutions solides, et qu'il a répété lors de son discours. Deuxièmement, il insiste sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme.
Alors, la CEDEAO fait face à cette insécurité depuis un moment, notamment sur les zones côtières et au Sahel, avec cette montée non seulement du terrorisme, mais des trafics illicites et du trafic organisé. Alors, le nouveau président promet une revitalisation de la coopération sécuritaire, condition sine qua non pour restaurer la confiance de la population et l'autorité de l'organisation. Et enfin, il a surtout parlé de relance de l'intégration économique et réforme institutionnelle. L'unité de la CEDEAO est fragilisée et l'intégration économique, notamment autour du projet de la monnaie unique, l'ECO, qui patine. Mais le président Madabio souhaite relancer ce chantier tout en réformant l'organisation pour la rendre la plus transparente, plus efficace et plus proche des citoyens. Donc, la question qu'on peut se poser, sera-t-il, dans un contexte de fracture et de défiance, insuffler une nouvelle dynamique à la CEDEAO et convaincre éventuellement les États membres de renouer avec l'idéal d'une Afrique de l'Ouest unie et solidaire? Merci beaucoup Baba, c'est une bonne question, hein. C'est en tout cas un des plus grands défis, son défi principal au sein de la CEDEAO et surtout à la tête de la CEDEAO. Alors moi je pense qu'on ne doit que revenir sur le contexte, c'est-à-dire que comment il reprend les rênes de la CEDEAO, qu'est-ce qui s'est passé donc avant son arrivée au pouvoir, parce que finalement c'est des choses qui rendent la tâche un peu plus difficile concernant Monsieur Bio. Alors on sait très bien que le président donc nigérian, c'est lui qui était à la tête de la CEDEAO entre 2023 et 2025, a fait pas mal de dégâts, on peut le dire comme ça ici sur le plateau, si je peux me permettre. Donc, avec notamment le départ, le retrait des pays de l'AES, des sanctions économiques, la volonté d'utiliser l'armée même contre un pays membre, une perte de légitimité un petit peu populaire. La CEDEAO a été, je pense que c'est la période où elle a été la plus, entre guillemets, détestée par les populations. Donc, Tinabo, il faut le dire qu'il a été reconduit une fois supplémentaire pour raison exceptionnelle, hein, c'est-à-dire que on a la possibilité de reconduire le mandat. Et donc voilà comment laisse donc comment Tinubu laisse la CEDEAO à Maada Bio. Alors, peut-être première question. C'est comment se fait le choix de la présidence. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'était pas très clair, à savoir est-ce que c'est une élection, est-ce qu'il y a des candidatures? Eh bien non. Non, il n'y a pas de candidature. Exactement, je vous en prie, expliquez à nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas forcément. Ben, si vous voulez, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, comme lui et moi, on ne préconise pas d'élection. C'est juste les présidents qui tombent en accord pour pouvoir dire tel président peut prendre cette fois-ci cette présidence tournante et pouvoir agir. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'élection, il n'y a pas vraiment de campagne qui est faite. C'est juste on regarde qui peut prendre les rênes pour l'instant. Je vais juste préciser parce qu'il y a eu une polémique qui a eu. On disait que normalement c'était Diomaye Faye qui devait être le président et que comment ça se fait qu'au dernier moment que les francophones et les anglophones. Je vais juste repréciser. Tinubu, le président en tout cas nigérian, a été reconduit. Parce qu'à ce moment-là, c'était le Sénégal qui devait prendre la présidence. Et c'était au moment où le président Diomaye Faye venait justement d'être élu. Et comme il n'avait pas au départ cette connaissance de la CEDEAO, il avait justement décliné l'offre du Sénégal. Et donc, c'est ce qui a permis à Tinubu de continuer. Oui, après, ils auraient pu nommer quelqu'un d'autre, mais en fait, on dit raison exceptionnelle, c'est aussi parce que la situation est assez critique. Parce qu'il lui avait demandé, donc ils ont dit qu'il peut continuer, en sachant que ça se fait par lettre alphabétique, par ordre alphabétique. Donc, normalement, la deuxième, c'est-à-dire qu'après le Sénégal, c'était la Sierra Leone au niveau anglophone. Donc, on a dit au président Diomaye Faye, est-ce que vous allez continuer pour... Et il a dit non. Comme mon tour a été passé, on va le donner au suivant, qui était l'anglophone. Normalement, ça aurait dû être Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, sauf que ça a fait Nigeria. Le Sénégal a passé son tour, Nigeria, et là, on va logiquement... Mais après, si on reprend quand même ce que dit M. Stéphane Totu, à savoir que c'est tout simplement les chefs d'État, donc membres de la CEDEAO, qui décident entre eux, par consensus, de choisir donc, le président, peu importe la lettre, peu importe si le Sénégal... Non, c'est alphabétique, hein. Oui, la désignation, mais ça a pris quand même... Je ne suis pas sûr que cette règle soit... Non, ça pas sûr. Non, mais juste le temps, c'est-à-dire qu'ils ont quand même pris, je crois que 6 heures pour pouvoir trouver le candidat idéal, etc. Donc il y a eu des discussions, il y a eu des pourparlers. En vérité, effectivement, ça suivait un ordre alphabétique, mais surtout, vous savez, c'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie. Donc derrière, c'était OK, le président sénégalais est arrivé, oui, mais on ne le connaît pas encore, on ne maîtrise
n'est-ce pas, et lui aussi, il ne connaissait pas bien les éléments, parce que quand il venait, il a bien dit, je vais mettre à ce que tout le monde soit sur la table pour discuter. Et dans sa balance, il y avait les 3 pays de l'AES qui voulaient mettre dans la balance pour discuter. En 2024. Voilà, en 2024, tout à fait. Oui. Et donc tout ça était dedans, sauf que beaucoup d'autres présidents en face s'opposaient. Donc du coup, il a préféré voir qui peut faire. Il a relaissé, donc on a dit au président du Nigeria, continue pour qu'on puisse voir comment on peut atténuer. Et donc ils ont dit, bon d'accord, bon là on va donner un pays lusophone pour que derrière ça soit une mixité totale, parce que c'est ni l'Occident à travers l'ancienne colonie qui va pousser, c'est ni les anglophones qui vont pousser. Les pays lusophones, c'est plutôt, ils sont apaisants. Donc on a laissé vraiment faire, parce que vous vous souvenez bien qu'à une époque, la présidente de la CEDEAO devait aller à un pays qui venait de vivre un coup d'État. Ils ont sauté ce pays. Voilà, et c'est pour ça que, si vous vous rappelez, le président Ouattara avait pris 2 fois cette présidente de la CEDEAO. En tout cas, quand je reprends les informations, donc les critères sont un petit peu l'équilibre géopolitique, hein, la langue, la zone d'influence, effectivement. C'est tournant. La stabilité interne et crédibilité du pays, du président ressenti, c'est important, effectivement. Et le leadership diplomatique à l'échelle régionale. Donc, je vous laisse la parole, Cyril. Effectivement, donc pour revenir à la méthodologie sur la désignation, je pense que effectivement il va y avoir la règle selon laquelle c'est une présidence tournante, éventuellement par ordre alphabétique, mais je pense que c'est surtout des considérations politiques et diplomatiques du moment qui prennent le dessus sur toutes ces discussions. Effectivement, on a encore pris l'exemple de Ouattara quand il a été prolongé, ou bien même celui de Tinubu. Je pense que par rapport au choix de Madabio, il y a plusieurs considérations qu'on a naturellement primées. À savoir avoir un pays relativement neutre aussi, qui prend le lead de l'institution à ce moment particulier, aux 50 ans, n'est-ce pas, de l'organisation, c'est le premier élément. Le deuxième élément également à ne pas nécessairement écarter, et qui va également en faveur de Madabio, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un ancien militaire. Exactement, donc, ancien chef d'état-major de l'armée, qui a donc renversé le pouvoir par coup d'état, qui a fini par le laisser à quelqu'un d'élu démocratiquement, et qui est donc naturellement revenu lui-même en étant élu démocratiquement. Donc je pense que c'est véritablement le parfait mix entre les militaires de l'AES, n'est-ce pas, en face, et les principes démocratiques, entre guillemets, que la CEDEAO semble véritablement prôner. Donc à la recherche d'un interlocuteur, donc de choix, n'est-ce pas, pour essayer potentiellement de ramener l'AES vers de meilleurs sentiments, il apparaissait comme un candidat naturel, et je pense que c'est davantage le consensus, ce consensus-là qu'a dicté sa sélection. Quels étaient éventuellement les présidents qui pouvaient prétendre éventuellement à ce rôle-là? Donc on a parlé de Diomaye Faye. Est-ce que vous pensez vraiment, Baba, vous avez déjà répondu à cette question, est-ce que vous pensez vraiment que Diomaye Faye aurait pu être finalement le prochain président de la CEDEAO? Il aurait pu être, si derrière, je dirais, certains présidents, certains ténors ne sortaient pas. On a le président Ouattara, tous ceux-là qui sont dans une période électorale. On a d'autres pays aussi. Et donc ces derniers, on le voit avec aussi le renversement constitutionnel au Togo. Donc ils se sont dit, il faut quelqu'un qui puisse apaiser, qui puisse être dans le dialogue. Et les présidents sortants peuvent être dans les méandres pour pouvoir toujours négocier. Mais si ces présidents étaient toujours en exercice pour encore plus longtemps, ils allaient, puisqu'il faut 3 ans au minimum, ils allaient dire, ok, on est totalement présent, on ne laissera pas comme ça. Et donc, Faye, tu peux prendre, mais on est derrière pour pouvoir vraiment serrer la vis. Aujourd'hui, donc je vais reposer la question, est-ce que vous considérez qu'au sein de la CEDEAO, des gens se sont farouchement opposés à ce que Diomaye Faye prenne la tête de la CEDEAO? Est-ce qu'il y avait des gens, il y a des personnalités, des présidents qui étaient contre finalement la présidence du Sénégal Disons la première fois, mais là pour dernièrement, non. La première fois, oui. Parce On parle de cette fois, je parle vraiment de cette fois. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Diomaye Faye a eu éventuellement des Je ne pourrais pas vraiment totalement m'exprimer là-dessus, parce que déjà cette élection, comme on l'a dit, ça a été fait entre les pairs. Si ce n'est pas une élection, cette nomination. Ça a été fait, personne n'a vu, on va dire, déjà... En fait, pourquoi je pose la question? Parce qu'il semblerait que à l'unanimité, presque en tout cas, on choisit donc monsieur le président de la Sierra Leone. Et effectivement, donc beaucoup aussi considèrent que Diomaye Faye, le Sénégal, avec la posture qu'il prend, avec son rapprochement avec les États du Sahel, avec le fait que
il impose quand même aussi à la CEDEAO certaines choses, à savoir il faut la monnaie, l'éco sinon on quitte, etc., fait que tout ça font que peut-être qu'on s'est dit, ok, le Sénégal, on va peut-être attendre avant de les mettre de la CEDEAO. Est-ce que vous considérez que ce sont des arguments plausibles, Cyril? Donc moi, je vais revenir encore à l'expression du consensus et éventuellement des éléments, n'est-ce pas, quand pesé dans la balance. Et je pense que c'est surtout la recherche du meilleur interlocuteur pour, n'est-ce pas, échanger avec l'AES. Ni trop d'un côté, ni trop de l'autre côté, c'est ça qu'on cherchait. Au milieu du terrain. Il t'a souligné aussi que Ousmane Sonko a été reçu par Alassane Ouattara il y a quelques jours, un petit peu en amont de l'élection. Donc j'imagine aussi que c'est potentiellement un sujet qui a été mis sur la table. Donc je pense que c'est véritablement le consensus qui a pris le dessus dans le cas d'espèce pour le coup. Baba, vous en pensez quoi? Non, moi je viens... En fait, je continue à réitérer qu'il n'y a pas eu de problème. Au-delà de ça, c'est-à-dire que vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, là vraiment on parle du positionnement, est-ce que clairement aujourd'hui le positionnement que peut avoir le Sénégal aurait pu finalement empêcher que le Sénégal prenne la présidence, tout simplement? Non. En tout cas, moi de la CEDEAO. Non, moi j'aurais pu croire à ça. D'ailleurs, les journalistes se sont fait berner par l'article qui disait que Diomaye Faye est le favori. Effectivement, c'était Diomaye Faye qui devait... Et comme il y a eu pas mal de remous en disant que c'était peut-être leur position, pourquoi les absences du président Ouattara et du président togolais qui ont fait que plus le retrait de l'AES qui faisait que les francophones ont été mis en minorité, etc. Donc j'ai essayé vraiment de chercher. Et l'information que j'ai, c'est l'autre qui a décliné, tout simplement en laissant la place. Et la règle francophone, anglophone. Oui, vous le voyez, c'est-à-dire que normalement l'année dernière c'était Sénégal, francophone. J'entends bien ce que vous dites. Après, l'année dernière c'est l'année dernière, donc c'est pour ça que tout le monde s'est dit on allait mettre Diomaye Faye, en fait le Sénégal. Et c'est là où Diomaye Faye a dit non, vu que j'ai sauté mon tour. Continuons à respecter, donc c'était au Sierra Leone. Donc aujourd'hui, ce que vous dites sur le plateau, c'est que à la base, il comptait désigner Diomaye Faye comme président de la CEDEAO, et c'est le président sénégalais qui aurait refusé. En disant que... Et peut-être aussi un autre élément qui me paraît aussi important à préciser, auquel on a particulièrement assisté lors de ce sommet, et c'était la première fois que je trouve que c'était aussi vocal, c'est que ces chefs d'État-là même ont expressément quand même parler des insuffisances, n'est-ce pas, de l'institution. En fait, finalement, on a l'impression que l'AES a clairement donc bougé un poteau, éloigné un poteau, et naturellement, on a d'autres présidents qui, a priori, jusqu'à présent, semblaient un petit peu se satisfaire de l'état de l'institution, qui naturellement s'empêche plus nécessairement d'avancer un certain nombre de critiques. Donc, je pense notamment à Patrice Talon, qui a clairement indiqué qu'il souhaitait voir impulser un nouveau souffle au sein même de l'institution, en commençant par la dynamique avec le Nigeria. Il aurait pu être présidentiable aussi, Patrice Talon, à la tête de la CEDEAO. Il est sortant, mais il est un président sortant, effectivement. Il aurait pu, mais dans tous les cas... C'est l'année prochaine, les élections au Bénin. L'autre est sortant. Effectivement. Madabio, tout. Madabio, il a été élu en 2023. Effectivement, donc il est sortant. Donc lui, pour sa part, je pense que c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas nécessairement présenté, mais ça l'a pas empêché, ça l'a pas empêché nécessairement d'essayer de tirer la couette un petit peu de son côté. Son ministre des Affaires étrangères également, qui a, en amont du sommet, insisté sur le fait que jusqu'à présent, le Bénin ne profitait même pas nécessairement de la présence de la CEDEAO, dans le sens où ils n'ont pas d'institution même au niveau national. Donc voilà, on sent un certain nombre quand même de langues se délier, et je pense que c'est très marqueur un petit peu des temps qu'on est en train de vivre. Très bien. Merci. Et donc, pour finir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, quels sont les défis? Voilà, quels sont les principaux défis pour qu'on puisse dire à la fin du mandat de Maada Bio qu'il a réussi son mandat? Déjà, comme vous l'avez signé tous les trois, c'est que c'est déjà un consensus, c'est déjà le leadership et la diplomatie qui va travailler. C'est à lui de pouvoir convaincre les autres présidents de la CEDEAO pour pouvoir faire avancer, je dirais, c'était un plan, comme le plan de remettre le dialogue avec l'AES, donc les États de l'Afrique. Vous pensez que c'est une priorité qu'il a Je dirais que ça peut être une priorité, puisqu'il a dit dans son programme qu'il faut remettre un peu l'ordre institutionnel. Il a bien dit aussi dans son programme qu'il va ramener le côté sécuritaire par rapport au terrorisme qui est dans la zone. Ça, c'est une priorité. Donc si on discute avec l'AES, on peut aider à freiner le terrorisme qui descend dans le côté de l'Afrique de l'Ouest.
Et le troisième point, c'est qu'il a demandé à ce que le dialogue et l'unité de la CEDEAO soient mis en avant. Or, pour mettre le dialogue et l'unité, il faut que tous les membres de la CEDEAO reviennent un peu dans le giron des négociations. Parce qu'on voit là-dessus, tout le monde le dit, tout le monde le cite, on parle de l'AES, mais on oublie aussi la Guinée qui n'a pas encore organisé ses élections. On a plein de ces éléments. Donc, il veut demander ça parce que n'oublions pas, la Sierra Leone, c'est un tout petit pays, mais c'est un grand pays quand même qui a tous ses ressortissants qui sont dans tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ils veulent aussi se faire comprendre, se faire entendre. Et donc, il a, je dirais, là, un point à jouer, à faire comprendre que la CEDEAO doit se prendre en charge. On ne doit pas laisser tout le pouvoir à travers l'UEMOA qui joue ce rôle, mais le rôle était destiné normalement à la CEDEAO. Donc, en tout cas, quand on vous entend, chers chroniqueurs et chers invités, on voit que finalement, Julius Maada Bio tombe à pic. Il a tous les éléments nécessaires, tous les critères nécessaires pour finalement prendre la présidence à l'instant T de la CEDEAO. Voyons ce qui va se passer, comme on dit, qui vivra verra. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme. Une petite anecdote par rapport à cela. Malheureusement, on va devoir avancer. Non, mais c'est une petite anecdote qui a une phrase. C'est que beaucoup comparent Julio au président de l'OTAN, en disant qu'il sait vraiment mettre les arrondis. On le verra, sachant que ce n'est pas la première fois qu'il a la tête de la CEDEAO, Julius. Mesdames et messieurs, nous continuons avec le troisième sujet. Alors là, c'est destination retour en France. Oui, nous sommes en France actuellement. Et là, on va parler de Bruno Retailleau. Oui, chasse aux sans-papiers. Bruno Retailleau lance-t-il sa campagne? On regarde une vidéo et puis on revient. Donc le message, il est très clair. Je veux décourager l'immigration irrégulière. Sans cela, de toute façon, il n'y aura aucune maîtrise de l'immigration. C'est un engagement que j'ai pris devant les Français. Le message, le signal, c'est de dire à tous les candidats à cette immigration irrégulière et donc à la fraude, ne venez pas en France. Nous n'accepterons rien. C'est la tolérance zéro, très clairement. Nous avons une stratégie que je poursuis. La stratégie, c'est la reprise du contrôle de nos frontières. J'ai envoyé il y a quelques mois à la Commission européenne la 25e demande depuis les attentats de 2015. La 25e demande de la France pour rétablir les contrôles internes aux frontières. L'Allemagne l'a fait très récemment. L'Allemagne reprend le contrôle de ses frontières comme beaucoup de pays européens. On n'est pas isolé. De retour sur le plateau, Cyril, je me tourne vers vous. Alors, que se passe-t-il en France? Depuis la mi-juin, la France est donc naturellement le théâtre d'une vaste opération nationale des contrôles des sans-papiers orchestrée par Bruno Retailleau, donc ministre de l'Intérieur et président des Républicains depuis mai dernier, élu d'ailleurs avec plus de 74% des voix. Cette double casquette lui confère donc naturellement une stature politique inédite, où il est donc à la fois chef de la droite et premier flic de France, dans un contexte où la question migratoire s'impose au cœur du débat public. Les 18 et 19 juin, ce sont près de 4000 policiers, gendarmes et douaniers qui ont été donc mobilisés dans les gares, les bus et aux frontières pour contrôler et interpeller les personnes en situation irrégulière. Retailleau, très présent médiatiquement, a martelé sa ligne, tolérance zéro pour l'immigration illégale, avec 47 000 interpellations revendiquées depuis le début de l'année et une hausse de 28% des arrestations ces dernières semaines. Cette opération, très médiatisée, s'inscrit clairement dans une stratégie politique. Retailleau, qui a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille, consolide ainsi son image d'homme fort de la droite, n'hésitant pas à occuper le terrain de l'extrême droite sur les thèmes sécuritaires et identitaires. Mais cette démonstration de force suscite de vives réactions. La gauche, les syndicats et les associations de défense de migrants dénoncent une opération xénophobe, une chasse aux faciès et une stigmatisation des plus précaires. Alors pour conclure, Bruno Retailleau, en tant que président des Républicains et ministre de l'Intérieur, fait de la lutte contre l'immigration illégale le marqueur fort de son action. À moins de 2 ans de la présidentielle, difficile de ne pas voir dans cette chasse aux sans-papiers le lancement d'une campagne sur fond de surenchères sécuritaires et identitaires. La question reste, cette stratégie répond-elle donc naturellement à une urgence réelle ou s'agit-il avant tout d'une opération politique? Le débat reste ouvert. Merci beaucoup Cyril. Alors, beaucoup de nos téléspectateurs sont à l'extérieur du continent, à l'extérieur de la France. Et j'aimerais revenir sur le terme chasse aux sans-papiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est le bon terme à employer concernant ce qu'il se passe en France? Non, ce n'est pas la chasse aux sans-papiers, c'est une chasse à la discrimination. Parce que je suis désolé de le dire, aujourd'hui,
autoriser près de 4000 policiers à être dans des gares, dans les rues pour contrôler des personnes en situation irrégulière, ce n'est pas des personnes en situation irrégulière qui contrôlent, ils contrôlent tous les Français, tous les citoyens, qu'ils soient français ou étrangers, qui sont typés, qui sont afro-ascendants, afro-descendants, ou qui ont des origines... Donc ça va au-delà, ce que vous dites, c'est bien une chasse, donc on confirme bien le mot, c'est bien une chasse, mais une chasse dans un sens plus large, à savoir, c'est pas juste les sans-papiers, c'est juste les personnes de couleur foncée. Parce que, dites-moi, un sans-papier, comme disent certains, moi je préfère dire une personne en situation irrégulière, mais un sans-papier, ce dernier, c'est pas écrit sur son front, bien sur sa poitrine, ou avec une pancarte, je suis sans-papier. C'est simplement parce que la personne est typée. Si la personne est typée africaine, on vient, on dit bonjour, oui, contrôle d'identité. Si la personne est typée Europe de l'Est ou Amérique du Sud, la même chose. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une discrimination, c'est un contrôle faciès. Or, la Cour européenne et la Cour française aussi ont condamné en disant le contrôle faciès doit être interdit. Est-ce que M. Retailleau veut simplement, comme il le dit, quand on lui dit oui, mais actuellement, M. Retailleau, vous copiez le même style qui se fait aux États-Unis. Il dit non, il veut faire simplement respecter les lois de la République. Mais les lois de la République disent bien, même quelqu'un qui est en situation irrégulière a le droit de se défendre. Il a le droit de prendre un avocat pour se défendre auprès de la juridiction. Est-ce qu'il s'auto-proclame juge ou procureur en même temps? Aujourd'hui, dans tout cela, je n'entends pas le ministre Darmanin, qui est le ministre de la Justice, qui devait dire oui, effectivement, il y a cela, mais on respecte les normes. Est-ce que le procureur de la République, qui dépend à la fois des deux parties, a donné l'autorisation pour des contrôles d'identité dans la rue? Parce que pour effectuer un contrôle d'identité, il faut avoir un arrêté du procureur. Mais là, aujourd'hui, c'est une chasse. Donc chacun fait ce qu'il veut dans le gouvernement Totalement. français, Totalement. Moi, j'ai l'impression que chacun fait ce qu'il a envie de faire pour pouvoir faire sa promotion, pour pouvoir faire, je dirais, sa publicité électorale. Parce que, comme on sait que c'est le dernier mandat du président Macron, donc chacun essaie d'exister. Donc, M. Retailleau, il essaie de se mettre en avant en disant « Je vais chasser sur les bornes du Rassemblement national, puisque Marine Le Pen est aujourd'hui disqualifiée. Je vais me mettre en avant pour prendre tout son électorat et pouvoir avancer. » Baba, vous en pensez quoi, vous Est-ce que vous auriez pensé qu'en France, un jour, eh bien, on aurait cette fameuse chasse aux sans-papiers? Ça vous étonne pas? En fait, connaissant le prototype, en tout cas le profil de monsieur Retailleau, qui a toujours chassé, en tout cas plus extrême droite de la droite, on va dire. Donc, et vu les premiers, parce que là, il a été reconduit au deuxième gouvernement de Bayrou. Et après le premier gouvernement, quand il y a eu la motion de censure, beaucoup de gens disaient on se débarrasse enfin de Retailleau. Or, il a été reconduit. Et c'est purement de la... Parce que quand vous faites on peut employer le mot chasse, ça peut être traque aussi. Quand on le fait, généralement, ça se fait et ce sont des associations qui vont le dénoncer. Sauf que eux, ils l'annoncent, ils le montrent au niveau de la télévision et ils font le bilan après. Donc, c'est de la pure communication qu'ils font, mais c'est de la traque, effectivement. Et je pense que l'influence de Trump a complètement décomplexé. Il a dit, bon, s'ils le font, nous le faisons aussi. On connaît tous le profil de Bruno Retailleau, qui est, comme on a dit, à droite de la droite, et aujourd'hui président des LR. Donc finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est tout simplement une politique un peu plus ferme, politique de fermeté concernant l'immigration, ou au contraire, vraiment, il y a des velléités pour les présidentielles 2027. C'est tout simplement de la com, à savoir, je vais montrer au Rassemblement national que je peux être aussi leur candidat et aller sur leur plateforme. Totalement, parce que si vous vous souvenez, dans le premier gouvernement, le gouvernement Barnier, quand il était là à l'intérieur, il s'attaquait aux musulmans et aux Algériens. Là, aujourd'hui, ce n'est pas musulmans et algériens. Aujourd'hui, c'est tout étranger. Donc, si on a des Français qui sont typés, pour eux, c'est étranger. Est-ce qu'aujourd'hui en France, le problème que la France reconnaît au niveau sécuritaire, c'est que sur l'immigration, toute la campagne à la fois de Marine Le Pen comme de Zemmour, c'est fait sur l'immigration. Donc lui, il saute là-dessus en disant, plus je communique dessus, plus j'agis là-dessus. Et vu que Trump l'a fait, personne ne parle. Dans certains pays, comme même en Angleterre, ils ont chassé des migrants. C'est qu'aujourd'hui, on peut le faire parce que l'Europe, devient proche de l'extrême droite. Donc faisons-le. Quelles mesures veut-il concrètement adopter contre les personnes en situation irrégulière? Ça fait maintenant 12 ans que le Rassemblement national dit et vocifère sur toutes les chaînes des médias en disant les OQTF ne sont pas appliqués en France. Tout à fait, exactement. Et donc pour lui, c'est j'attrape tout le monde
Ceux qui sont sans papier seront expulsés. Donc respectez, parce que c'est important de le dire pour les téléspectateurs, parce que c'est pas parce que vous êtes attrapé ici en France que vous êtes automatiquement expulsé. Donc il y a les obligations de quitter le territoire. Mais surtout, il faudrait pas... Ils veulent appliquer au maximum les OQTF. Donc ça, c'est sauf que les OQTF, par rapport à la loi européenne, dit que chaque personne qui a un OQTF a le droit de pouvoir contester son OQTF. Et donc pour cela, il peut saisir le préfet, déjà en amiable, et ensuite la juridiction. Sauf qu'il a mis aussi une note. Il a envoyé une note à tout préfet de ne plus traiter ces urgences, de se concentrer sur les urgences dites nationales. Et donc aujourd'hui, vous pouvez écrire un préfet pour contester dans les 45 jours. Le préfet va le lire dans 3 mois. Ce qui fait que vous êtes au-delà de la période du délai de recours. Et donc, vous êtes automatiquement expulsable. Exactement. Donc, un point très important aussi, moins de possibilités de régularisation. Il rejette aussi l'idée de régulariser les travailleurs sans papier, même dans les secteurs qui manquent de main-d'œuvre. Il veut rétablir le délit du séjour illégal, qui avait été enlevé par l'un des ministres, par M. Valls, il y a quelque temps, et renforcer les centres de rétention. Voilà concrètement ce que M. Retailleau souhaite faire en France, ce qu'il est en train de mettre en place en France. Alors, la CIMAD même n'est même plus vraiment l'interlocuteur privilégié même du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, le seul interlocuteur, c'est le syndicat de la police qui permet de dire s'ils ont été brutalisés, s'ils ont été, on va dire, insultés. Donc aujourd'hui, une personne en situation irrégulière qui se fait interpeller, il suffit qu'il ait des mots, on va dire, un peu déplacés. C'est considéré comme, on va dire, une injure ou une atteinte à l'officier de police. Je me tourne vers vous, Cyril. Quelles conséquences pour la France? Parce que soyons réalistes, c'est-à-dire qu'il y a des velléités, il y a des volontés. Certes, sur le papier, c'est très beau, c'est une très bonne communication, mais concrètement pour la France, qui dépend, on peut le dire, des sans-papiers pour certains secteurs d'activité. Et on le dit, on insiste ici sur le plateau. Il y a un certain nombre de métiers qui ont donc naturellement été totalement abandonnés par les nationaux français. Je pense notamment à la restauration, le BTP, le BTP, le gardiennage, la sécurité, ainsi de suite. Donc la question qui va se poser, c'est ok, une fois tous ces secteurs vidés, n'est-ce pas, de leur force, est-ce que les nationaux vont donc naturellement emboîter le pas, ou les Français de souche, comme ils aiment si bien largement sous-entendre, vont les remplacer? Je pense qu'il y a un grand point d'interrogation à ce niveau. Et qu'en est-il de l'image, selon vous, de l'image de la France, ce pays des droits de l'homme? L'image de la France n'est pas totalement, je dirais, touchée, parce qu'aujourd'hui, la référence, c'est les États-Unis. On le voit que même dans des lieux de travail ou bien quoi, la police, je dirais, de l'immigration américaine rentre pour aller prendre les citoyens pour les jeter. Donc aujourd'hui, Retailleau dira oui, mais nous on le fait parce que c'est la loi, c'est la République, il faut respecter la République, il faut respecter la loi, comme aux États-Unis. Donc voilà, donc pour lui, l'image sera totalement, je dirais, lissée. Sauf, il faudrait que le président Macron siffle l'arrêt de la récréation. Exactement, et on attend ce sifflement depuis quelque temps déjà. Retailleau, comme on l'a dit lors de la première question, à savoir, peut-il vraiment être un candidat sérieux pour 2027? Pour moi, parce qu'il faut juste regarder les chiffres des dernières élections, et on voit que est-ce que vous considérez que ça peut être un candidat sérieux qui peut remporter éventuellement? Pour ma part, je pense qu'il est en train de sérieusement se construire une stature présidentielle. Il a encore une fois une double casquette. Il est non seulement ministre de l'Intérieur et président des Républicains, élu avec 74% des voix. Donc en soi, véritablement un plébiscite. Et il s'inscrit véritablement dans les positions du temps. Même quand on regarde au-delà des États-Unis, partout en Europe, en Hongrie, en Italie, en Angleterre, on est dans un contexte où ce genre de paroles se retrouve. Il n'y a plus nécessairement de complexe à avoir par rapport à ce genre de position. Et il fait le pari, n'est-ce pas, que l'élection de 2027 va se jouer sur ces questions, donc sécuritaires et d'immigration. C'est un pari, effectivement. C'est un pari qui peut être gagnant ou pas. On va clôturer cette émission, je vous en prie. Dernier mot. Ça peut être un pari qui peut être gagnant ou pas, mais aujourd'hui, c'est simplement, il faudrait que les afro-ascendants, afro-descendants, comme j'aime souvent le dire, se réveillent et puissent faire comprendre leurs droits et leurs devoirs. Parce que pourquoi je le dis ça, c'est que même moi-même, Stéphane Totui, ancien candidat à la présidentielle, j'ai eu même droit à ce contrôle faciès. J'ai dû m'opposer à cela. Donc, M. Retailleau, c'est bien beau de faire respecter, je dirais, les lois d'immigration, tout, mais c'est de prendre ce qui a été aussi proposé pour pouvoir éviter ça. C'est que chaque migrant habite bien dans un département, dans une commune, donner la possibilité aux élus des communes de pouvoir déjà faire le tri, de pouvoir regarder ces derniers, leur attribuer déjà un document afin de pouvoir susciter à éviter le contrôle faciès. Parce que c'est désagréable pour nos enfants à qui on donne l'éducation en disant vous êtes enfant de la République, vous êtes enfant
poumon de la République. Aujourd'hui, battez-vous pour pouvoir apporter votre richesse à la République, se voient stigmatisés, se voient contrôlés au faciès. Ceux qui font des deals dans les quartiers, ce ne sont pas nos enfants, mais aujourd'hui, tous nos enfants sont pris à partie par rapport à cela. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que le racisme, nous allons l'accepter tout le temps? Est-ce que le fait de que les afro-descendants se lèvent et qui comprennent qu'il y a des enjeux qui sont primordiaux, et notamment avec les différentes échéances, que ce soit municipales, présidentielles, qui vont arriver ici en France, on ne devrait pas basculer parce qu'on est vraiment à une heure charnière. Donc attention, attention. Merci beaucoup Stéphane Totchui, merci beaucoup à Cyril ainsi qu'à Babadem pour cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de l'Afrique dans tous ses états. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.